J'ai envie de dire qu'on est quand même là avec deux espèces de seigneurs, c'est-à-dire il y a les référenceurs qui pensent qu'ils mènent le moteur et les rédacteurs qui pensent qu'ils mènent le lecteur. Gabriel, est-ce que quand tu rédiges, est-ce que tu penses SEO ou est-ce que tu penses à ton lecteur? D'abord au lecteur, parce que c'est lui qui va nous lire et surtout lui qui va nous partager. Donc c'est pour ça qu'on pense d'abord à son lecteur, si on veut qu'il revienne, si on veut fidéliser, qu'il revienne sur le site et qu'il s'abonne à la newsletter, etc. Il faut faire du contenu qui lui plaise, qui l'intéresse. Nous, le SEO, c'est une couche qu'on va rajouter par-dessus des contenus qu'on a initialement conçus pour le lecteur. C'est très rare qu'on fonctionne à l'envers, c'est-à-dire qu'on réfléchisse d'abord SEO et on en déduit du contenu, on fait plutôt le contraire. Neil? Ben moi j'avais réagi en disant on a quand même tendance à faire l'inverse, on pense aux mots-clés d'abord et on rédige par-dessous, mais après je pense, le titre du table rang qui est c'est Google n'est pas votre lecteur, je pense que Google est un des lecteurs du contenu qu'on met sur le web, et c'est un peu comme un éditeur pour un journaliste, même s'il n'écrit pas pour son éditeur, il aime bien être mis à la une de son journal, il aime bien, quand son éditeur aime bien son travail, etc. Donc bon, nous, je sais très bien, quand je donne des conseils à des clients qui ne sont pas des rédacteurs, je le dis, il faut oublier Google, parce qu'ils ont tendance à mettre un peu trop en tête les mots-clés, etc. Donc c'est un bon conseil d'oublier Google, mais il ne faut pas que tout le monde oublie Google. Donc les SEO, quelque part, sont là pour que les titres surtout et que les mots utilisés sont celles qui sont utilisées par les personnes qui saisissent les recherches dans Google. Alors, je vais faire la synthèse en tant que vieux référenceur. C'est sûr que si je me remémore comment on travaillait il y a 10 ans, on était obsédé par les mots-clés. Et on était obsédé par la manière extrêmement bizarre dont les moteurs comme Google appréhendaient les textes. Les choses ont beaucoup changé. Les choses ont beaucoup changé. Donc aujourd'hui, en fait, on a des clients qui veulent avant tout obtenir du trafic pas cher, donc sans l'acheter si possible, donc du trafic organique qui vient en grande majorité des moteurs de recherche. Sauf que maintenant, pour avoir des résultats, l'obsession du mot-clé, c'est plus tellement ça qui marche dans tous les cas. Donc ça veut dire que si on n'est pas capable d'avoir tous les canaux optimisés, toutes les sources de trafic optimisées, généralement, d'un point de vue SEO, ça se passe plus très bien non plus. Donc ça veut dire que finalement notre métier est en train d'évoluer. Donc la manière dont le site est perçu par des vrais humains, ça tient une place de plus en plus grande dans l'algorithme. Donc on ne peut plus totalement faire pression ça. Donc dans mes présentations ces derniers temps, j'ai tendance à répéter en permanence que le paradigme du mot-clé, c'est quelque chose qui a disparu dans le monde du référencement, en tout cas avec en voie de disparition. Gabriel, est-ce qu'on peut dire que quand même le SEO appauvrit la langue du rédacteur, c'est-à-dire que interdiction de faire des jeux de mots, etc. Ça c'est sûr. Enfin, on a été journalistes tous les deux avant, on a une beaucoup plus grande liberté de création littéraire, on va dire, lorsqu'on est journaliste que lorsqu'on fait de la rédaction web. On va voir des façons stéréotypées, surtout de créer son premier paragraphe ou le titre de son article. Ça devient tellement risible. Moi, au moins les 20 premiers articles les plus lus sur le blog de l'agence, c'est un article qui commence par X conseils pour. Donc, bon, c'est aussi le positionnement de l'article, mais pas du blog. Mais je voulais juste rebondir sur quelque chose qui était en fait pour le choix des mots-clés. C'est vrai qu'on se bat peut-être moins sur les mots-clés et plus sur des expressions beaucoup plus longues et sur de la longue traîne en fait. Lorsqu'on fait de la création de contenu, on s'aperçoit que quand on a un site qui est très alimenté avec 100, 200, 300, 400 articles, en fait on a des blockbusters, donc on a une dizaine d'articles qui à eux seuls vont générer 80% du trafic. Donc le tout c'est d'aller trouver la martingale qui n'existe pas, pour inventer ces 4-5 articles qui, eux, vont générer du trafic. Et on est très souvent sur la très longue traîne ou des mots-clés qui n'étaient pas du tout imaginés au départ par le client ou par le référenceur. Je pense qu'il faut peut-être juste insister sur pourquoi on fait du contenu sur les sites web en termes d'SEO. Il y a l'histoire d'avoir une page qui contient un mot-clé qui est tapé dans Google, etc. Mais juste le fait d'avoir donc un site avec beaucoup de contenu qui est mis à jour souvent, c'est déjà des signaux qui sont bons pour Google. Un site web qui est mis à jour
moi je pense beaucoup à la fréquence, pas tellement qu'il a été mis à jour qu'il y a 200 pages, mais qu'il y a un rythme de mise à jour régulier. Je pense que Google aime ce genre de signal, ça montre que c'est quelque part une autorité, quelqu'un qui fait un effort pour mettre à jour le site, donc il y a des avantages de ça. Le fait d'avoir des pages, c'est un avantage pour le référencement. Le fait d'avoir des articles qui contiennent tout un tas de mots, comme tu viens de dire, c'est aussi un avantage parce qu'on va tomber sous le long train, des choses très bizarres que quelqu'un a tapé une fois dans le vie et qui ne va jamais être tapé encore. Mais aussi, donc, simplement, le fait que plus qu'on a d'articles, plus qu'on met à jour, plus que le visiteur vient et qu'il commence à s'engager avec le site, il y a plus de chances qu'il partage le site avec quelqu'un d'autre, qu'il crée des liens. Donc c'est un peu un cercle vertueux, toute cette création de contenu. On a toujours conseillé. Peut-être on a été un peu strict sur ce qu'on a demandé aux rédacteurs de faire parce qu'on voulait quand même placer des mots-clés. Mais cette essence d'avoir du contenu de qualité, c'est toujours... bon. Moi, personnellement, j'ai toujours conseillé. J'ai jamais fait des robots qui généraient du contenu, de rédaction fait bon, à l'étranger, oui, mais pas fait de mauvaise qualité. Voilà. Après, tu peux arriver aussi à des aberrations qui sont dans la liste de mots-clés qui peuvent être fournies de façon très rigoureuse et logique et mathématique. Je vois sur le site de la région Aquitaine, aquitaine.fr, parmi les 50 expressions clés les plus tapées par les internautes pour arriver sur ce site, il y a cuisine à la plancha. Est-ce que pour autant, on doit publier des recettes de cuisine à la plancha sur le site du Conseil régional d'Aquitaine? Non. C'est ça la question. Est-ce qu'on peut dire que Google est en train d'essayer de trouver son Graal, qui est d'arriver à détecter la pertinence de l'auteur et du contenu? Est-ce que c'est ça finalement la différence aujourd'hui entre avant l'algorithme de Google qui était peut-être plus technique ou qui avait des référents plus sur les mots-clés? Il y a eu 3 changements majeurs. Donc il y a eu un changement d'usage déjà, puisque les gens ont appris à chercher avec le moteur de recherche en utilisant des mots-clés. Et donc effectivement les requêtes ont été de plus en plus longues, jusqu'au moment où Google a introduit ces suggestions de recherche. L'autocomplétion, qui a effectivement, du jour au lendemain, d'une part rallongé les requêtes que les gens effectuaient, mais en même temps appauvri la liste des requêtes extrêmement variées que les gens faisaient, puisque c'était remplacé par la suggestion la plus logique après Google. Donc il y a eu des changements d'usage. Ce changement d'usage aujourd'hui, ça c'est la deuxième révolution, c'est la recherche en langage naturel. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais on est en train de vivre ces mois-ci une révolution copernicienne totale de la manière dont les gens cherchent sur un moteur de recherche. C'est le Voice Search, Siri, Google Voice Search. Donc vous avez la même solution donc chez Microsoft maintenant. On a eu enfin la première étude sur l'usage de la recherche vocale qui a été publiée il y a une dizaine de jours par Google et qui dit qu'aux États-Unis, plus de 1 teenager sur 2 a utilisé quotidiennement la recherche vocale au cours du mois écoulé. Et 44% des adultes. C'est énorme. Donc, ce qui se passe concrètement dans ces cas-là, c'est que les gens formulent des requêtes exactement comme on demande quelque chose à quelqu'un dans la rue. Et donc ça veut dire que d'un seul coup, cette fois-ci, on n'a plus un appauvrissement des requêtes, mais un enrichissement absolument impressionnant. Et si Google sait faire ça aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont aussi changé leur algorithme, et que maintenant, Google n'indexe plus seulement des mots-clés, mais des syntagmes, donc des groupes de mots. Donc ça, les groupes nominaux, ça fait déjà au moins 3-4 ans que c'est en place. Même 5 ans. Donc ça s'est rajouté, et maintenant c'est carrément les concepts. C'est-à-dire que quand vous demandez à Google est-ce qu'il y a une pizzeria pas loin où je peux acheter une pizza, Google il va aller chercher une page sur laquelle on peut commander une pizza. Ou la page d'un restaurant. Et pas un site de recettes qui va vous donner la recette de la pizza. Il est capable de comprendre les concepts. Donc ça c'est une révolution qui n'est pas tellement apparente. Hummingbird, c'est la nouvelle architecture de Google qui permet ce genre de fonctionnement. Ça date de septembre 2013, donc ça fait 1 an. Personne n'a vu véritablement des changements dans les pages de résultats, parce que les changements étaient subtils, pourtant ça a affecté pratiquement 80% des pages de résultats de Google, ce changement-là. Mais en réalité, pour l'instant, comme les gens n'utilisaient pas encore de manière importante la recherche vocale, on n'avait pas cette évolution. Mais ça arrive.
très très rapidement. Donc oui, on est en train de vivre là-dessus un changement qui peut remettre la logique de l'utilisateur au centre de la fabrication d'un contenu. C'est-à-dire que maintenant, par exemple, ça va devenir super compliqué d'arriver à se positionner grâce à des mots-clés ou à des textes qu'on rajoute sur une page d'un site marchand, par exemple. Donc voilà, si vous ne vendez pas le bon produit, aucune chance de se positionner. Donc ça ne sert à rien de rajouter des termes qui appartiennent à d'autres catégories ou à d'autres univers. Donc ça, c'est un élément tout nouveau et qui risque un peu de changer la donne et de façon de concevoir le contenu des sites dans les années qui viennent. Alors, est-ce que cette recherche vocale est liée aussi à la consommation de contenu en mobile et donc finalement à l'écriture qui doit aussi s'adapter en essayant d'avoir soit des sites, soit des pages qui sont très adaptées au mobile? Alors oui, pour l'instant, il n'y a pas une expérience de recherche mobile très différente de la recherche sur desktop, mais les choses évoluent très vite là aussi. Donc on commence à voir Google qui déranque, ça c'est encore récent, ça fait 15 jours, hein. Donc commence à déranquer des sites qui ne sont pas adaptés à un usage mobile. Donc on commence à voir Google qui cherche à influencer les webmasters en leur disant attention, si vous n'êtes pas capable d'offrir une bonne expérience utilisateur, demain vous serez déclassé sur la recherche mobile. La plupart des gens oublient de regarder les stats de leur site. L'usage mobile, notamment en recherche d'informations, ça devient énorme. Donc même Google fait des erreurs là-dessus. Ça fait des mois par exemple qu'ils ont oublié de fournir aux utilisateurs une application permettant d'avoir accès à Google News. Ils viennent d'y penser, et donc ça existe aux États-Unis, hein. Mais en Europe, c'est disponible que depuis la semaine dernière, donc c'est hallucinant. Et ça veut dire que, oui, de plus en plus, les gens vont consulter des informations sur leur mobile plutôt que sur un desktop. En tout cas, pour les rédacteurs web, c'est très dur d'écrire pour le mobile. Quand on est sur un site en desktop, on a un peu la place, on peut s'étaler sur 250-300 mots de feuillet. On a la place. Lorsqu'on est sur une application mobile et quand la commande du client c'est OK, rédigez-moi 50 notules de 20 signes, on commence, bon, j'exagère un peu, mais on se retrouve avec à devoir synthétiser au maximum des informations en quelques lignes, en à peine un écran. Et si en plus on est avec des sites qui ne sont pas vraiment responsives, enfin où on a une partie mobile, une partie desktop, on peut s'étaler sur le... Enfin voilà, ça demande une qualité d'écriture de plus en plus synthétique et donc un approfondissement, hein, pour rejoindre ce que tu disais. Donc ça c'est le premier impact pour nous. Le deuxième, c'est que les gens n'auront le bol de lire de plus en plus, vont vouloir consommer des images, des vidéos, donc des choses qui sont par essence pas bourrées de mots-clés. Enfin, voilà, après on a tout un autre travail à faire là-dessus et de trouver voilà, d'arriver à mixer les contenus sur le site, d'avoir à la fois du texte aussi pour attirer l'internaute ou attirer une certaine catégorie, attirer Google et une certaine catégorie d'internautes, et puis des contenus à consommer très très rapidement sur mobile ou tablette, où là les efforts de référencement peuvent être plus importants. Et donc ça nous renvoie au fait que les rédacteurs du Minitel vont pouvoir revenir sur le marché. Après, moi je ne suis pas convaincu que... Je ne sais pas s'il y a des études qui appuient cette idée qu'on ne lit pas sur le mobile. Je trouve que les gens, quand même, sur le Wikipédia, etc., s'il y a du contenu, ils peuvent le lire s'il est présenté d'une façon simple à lire. Et j'ai l'impression que, bon, c'est peut-être plus des tablettes que des téléphones encore, mais on passe beaucoup plus de temps sous les sites, on n'est pas devant le bureau, on est à l'aise, on est sur le canapé pour moi, ou dans le transport en train de lire. Je pense que les gens peuvent lire un article de contenu. Kindle, il marche sur des appareils qui sont comme un écran de certains téléphones maintenant. Donc les téléphones sont de plus en plus larges et gros. Tu as cité Google News, j'ai l'impression que c'est le nouveau paradis des référenceurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils sont tous à dire il faut qu'on soit sur Google News. Pourquoi ils s'excitent aujourd'hui, nos amis référenceurs, pardon, il n'y a que ça dans la salle. Alors que Google News existe depuis très longtemps, et donc pourquoi aujourd'hui ça devient finalement le haut lieu du il faut avoir un site, un blog, une page actu qu'il faut absolument référencer dans Google News? Alors sûrement pas parce que Google News apporte de plus en plus de trafic, parce que c'est exactement l'inverse qui se produit.
Donc au cours de l'année qui vient de s'écouler, le trafic de Google News, le vertical, hein, c'est-à-dire qu'il faut aller sur la page google.fr/news, a été divisé par 2 en un an. Donc, le trafic est envoyé au quotidien par Google News est en baisse constante, même si il y a encore beaucoup de trafic qui vient des liens qui apparaissent dans les pages de résultats. Mais la réalité, c'est un rêve de référenceur Google News, c'est un cauchemar. Quand on connaît l'algorithme, je peux vous assurer que c'est pas forcément très simple de faire référencer n'importe quelle source sur Google News et d'avoir des bons résultats donc sur Google News. C'est surtout un cauchemar pour les rédactions. Donc moi j'ai la chance de travailler avec quelques grands groupes de presse nationaux. Et autant je pense qu'on est en train de vivre par rapport au reste de la recherche une évolution qui va dans le bon sens, qui remet clairement avec les évolutions de l'algorithme l'utilisateur au centre de tout ce qui fonctionne en référencement. Par contre, sur Google News, honnêtement, oui, je vois des gens dans les rédactions qui passent leur vie à changer les titres des actualités juste pour espérer gagner 10 000 visiteurs de plus dans l'heure qui vient. Oui, il y a des titres de presse en ligne aujourd'hui qui dépendent tellement de Google News qu'un déréférencement, c'est catastrophique. Enfin, on l'a vu avec nos amis allemands qui, à un moment donné, ont commencé à dire à Google vous êtes gentil, mais vous profitez de notre contenu pour faire de l'audience, donc on s'en va. Ok, les Belges avaient déjà fait ça il y a 2 ans. C'est même passé la même chose que pour les Belges. Donc, les éditeurs allemands qui se sont rendus compte qu'ils avaient perdu le trafic de Google News sont en train de revenir en disant pardon Google, en fait, on a absolument besoin de vous, on n'a rien dit, oubliez tout ce qu'on vous a fait. Bon. Ça c'est la réalité. Donc oui, on a un problème avec Google News, alors que justement l'algorithme est l'un des plus pourris que Google ait jamais inventé. Pourquoi? Parce que pour être bien référencé dans Google News, il faut déjà, il y a d'autres critères, mais le critère le plus prégnant, c'est la note de Google qui est attribuée par les équipes de Google News à la source. Et voilà. Et donc il y a des gens qui ont décidé que Ouest France était plus crédible que Le Point était plus crédible que Re89, etc. Et donc une fois que c'est fait, pour leur faire changer d'avis, il faut bosser. Il faut être extrêmement convaincant et influent. Et puis évidemment après il y a tous les critères beaucoup plus intelligents, beaucoup plus dynamiques que Google a inventés, mais c'est le premier critère. Et donc, c'est forcément un petit peu critiquable. Donc peu de monde entre là-dedans, donc il y a peu des blogs qui veulent se mettre dans Google News. Il faut presque oublier, sauf si c'est le blog du Sud-Ouest ou autre chose. Très bien. Vous savez quelle est la différence entre les rédacteurs et les référenceurs en termes de commandes? Alors je vais dire, en termes de commande d'un article, tu comptes comment? En feuillet, je suis à l'ancienne. Donc je compte toujours en feuillet. En mots ou en article type, nous on fait aussi on essaie de mixer un peu le contenu aussi. C'est pas une page ne fait pas 100 mots, il peut faire des langues différentes, donc on est dans des articles types par nombre de mots. Donc un feuillet égale 1500 signes égale 250 mots en moyenne en français. Il faut savoir que quand une agence de rédaction reçoit une demande de devis ou une demande 4000 mots, elle comprend que c'est pas pour elle. Moi je traduis en feuillet déjà pour essayer de comprendre ce que ça veut dire. Multipliez par 5 le nombre de mots, vous avez le nombre de signes. Est-ce que finalement la solution ne serait pas de revenir à du journalisme de base? Vous savez qu'une des règles du journalisme c'est d'utiliser les 5 W, c'est-à-dire ce qu'on appelle le lead, parce qu'effectivement il y a quand même une façon de rédiger dans le journalisme et dans l'information qui est relativement informative, enfin très informative, sans jeu de mots, qui est la dépêche AFP. Et le lead c'est donc les... c'est le modèle. C'est le modèle, et donc est-ce que finalement Google ne suit pas ce modèle-là? Quand tu fais la pyramide inversée avec ou le squelette d'une dépêche AFP classique, en fait, tu coupes
compare ça au fameux schéma que tout le monde a vu de Jacobinsen, où on voit les premiers eye tracking d'écran et on voit que ça fait une sorte de F. En fait, tu as un recouvrement total de ce que dit Jacobinsen, de ce que dit l'AFP, de ce que dit Google. Et Google s'est adapté à ça d'une certaine manière. Donc c'est vrai que on retrouve des réflexes journalistiques à l'ancienne, de Dépêche AFP, quand on commence à bosser sur le web en tant que rédacteur vu d'autres univers. Mais si on revient juste sans Google qui préfère des mots qui sont au début de la page que la fin de la page, mais le lecteur, je pense aujourd'hui surtout de mobile et des gens qui zappent énormément sur le web, je pense que cette façon d'écrire est aussi très adaptée pour accrocher le lecteur à l'entrée sous l'article et faire en sorte qu'il reste jusqu'à la fin. Donc on raconte un peu le fin de l'histoire dans le premier paragraphe pour qu'il reste jusqu'à la fin. Alors, il n'y a pas de différence entre rédiger pour le référencement et les règles de rédaction qu'on a appris par ailleurs. Non, il n'y a pas de différence. C'est la réalité, en fait, il n'y a pas de différence fondamentale. Par contre, il y a des règles de rédaction pour le web qui sont différentes à cause du support. Donc, et l'ergonomie qui est associée à ça. On a parlé tout à l'heure avec toi de l'ergonomie pour mobile, évidemment, ça change tout. De la même façon que les usages. Si le titre n'est pas bien mis en avant sur une page web, c'est la cata, les gens bounce. Donc ça veut dire qu'on a 200 millisecondes pour arriver à convaincre une personne de lire l'article. À l'ancienne, sur un quotidien, donc on avait au moins 2 secondes donc pour captiver l'attention Avant que ça serve pour le poisson. C'est ça. Et donc ça, c'est des changements importants. Donc là, la différence, elle est surtout là. Mais finalement, donc c'est le support qui est structurant, bien avant l'objectif de référencement, parce qu'en fait, souvent ce qu'on optimise, c'est pas des parties visibles par l'internaute. C'est la balise title, c'est différents éléments comme les liens présents sur la page, des choses comme ça. Donc, alors, on peut très bien s'accommoder en référencement d'avoir une accroche journalistique en plein milieu. Après, techniquement, c'est clair qu'on ne va pas lui attribuer le H1. Est-ce qu'on peut remonter en amont, en fait, les difficultés qu'on a à faire des stratégies de contenu sur des sites? Donc, on arrive facilement voilà, à trouver des solutions techniques, il y a des spécialistes pour ça, à trouver des façons de rédiger qui vont s'adapter au type de support. Mais là, on a le plus de difficultés, nous, en tant que rédacteur web, c'est en amont sur les types d'informations qu'on va pouvoir avoir du client, qu'on va pouvoir retrouver sur Internet pour avoir tout le temps quelque chose à dire. C'est très très compliqué avec nos clients d'avoir ce dialogue-là, parce qu'ils imaginent qu'on va mettre 4-5 articles par an. Alors, bien, non, ça va être... Bon, vous ne pouvez pas par semaine, donc on va faire par mois. Vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas assez d'argent, donc on va faire ça par mois. Et même 4-5 articles par mois pour n'importe quelle entreprise constituée, c'est très très complexe. On est obligé de faire beaucoup d'explications, on est obligé de mettre en place des façons de travailler avec le client. Nous, il est arrivé d'arriver avec 50 idées à une conférence de rédaction et de voir le client nous en shooter 49. Non pas parce que les 49 étaient pourris, mais parce que le client n'était pas prêt intellectuellement, philosophiquement, à avoir une transparence ou une régularité de publication forte. On a des clients qui nous interdisent par exemple de parler de leurs nouveaux produits. Ça existe. En 2014. C'est-à-dire qu'on leur dit « Ah, vous avez un nouveau produit, super, on va faire un article dessus, on va le présenter. » Non, non, parce que la concurrence va être au courant. Il ne faut pas en parler. Les clients aussi. Les clients. Et ce même produit a fait l'objet de fiches PDF print qui sont multidiffusées par les commerciaux sur l'ensemble des salons professionnels. Mais dès que ça arrive sur le web, tout d'un coup, c'est non. Et ça, c'est un exemple qu'on a eu plusieurs fois avec plein de clients. Non, on ne peut pas interviewer un tel, non, on ne peut pas parler de telle chose, non, on ne peut pas filmer ça. Voilà, c'est ça la difficulté que nous, on a à traiter avec beaucoup de marques, c'est de trouver la modalité de travail avec eux et qu'ils comprennent les besoins de contenu phénoménaux qu'on a tous les jours. Si en plus il y a une page Facebook, un compte Twitter, là c'est 10-15 tweets par jour, donc forcément il faut que l'entreprise derrière soit prête à ce type de rythme.
je pense qu'il y a c'est le problème-là. J'avais espéré que vous alliez me répondre à cette question parce que c'est un grand problème comment organiser des clients un peu réticentes qui fait le contenu à moitié ou surtout dans des sujets qui sont très techniques, on a besoin de eux, d'extraire des savoir-faire chez eux. Je pense que notre besoin, ce qu'il faut arriver, c'est que c'est le client qui soit éduqué à le fait que le marketing a changé. Donc ceux qui avaient l'habitude de faire le mailing papier, l'habitude de faire des salons, de faire tous ces types de choses pour avoir des leads, il faut qu'ils comprennent aujourd'hui que même dans des trucs B2B, de niche, d'industriel, j'ai des clients aussi dans ces trucs-là, ça ne marche plus en fait. Ils savent très bien que ça ne marche plus. Et qu'ils ont une chance d'avoir des contacts via le web, mais il faut qu'ils se mettent à fond dans l'idée du marketing, que le site web soit quelque chose qui est actif, c'est pas une plaquette papier qu'ils commencent à mettre en ligne, qui a un nouvel type de marketing à faire, et ça inclut le contenu, mais certains ils vont pas adapter, mais pour moi ils vont mourir. Ils ne s'adaptent pas à cette nouvelle marché, même dans des trucs industriels durs, et surtout qu'ils peuvent, moi j'ai des clients qui sont dans l'industrie, ce qu'ils trouvent incroyable dans le web, c'est qu'ils touchent des clients là où ils n'ont jamais touché, en Inde, en Chine, via le web qu'ils font en français et en anglais. Et ça, c'est l'opportunité qu'ils ont aujourd'hui, mais il faut vraiment que c'est les clients, il faut leur donner un claque, je pense, pour qu'ils commencent à comprendre. Mais ça va arriver, je pense que ça va arriver des États-Unis. Je pense qu'on est un petit peu en retard, mais ça va monter jusqu'au marketing et aux chefs d'entreprise qui vont demander ce genre de choses. Et là, il faut que nous, en face, on soit un peu organisés pour mettre en place des stratégies de contenu, des plannings éditoriales, voilà, le rendre facile pour eux et à la limite le dire, vous vous en occupez pas quelque part. Nous, on va s'en occuper, même façon qu'ils vont faire. C'est souvent comme ça qu'on fait vraiment trouver Alors, des idées en place. comme il va falloir qu'on laisse poser des questions quand même si notre table ronde n'est pas ronde. Alors moi, c'est dernière remarque et après question. Est-ce qu'on a encore besoin de remplir tous ces métas, ces légendes de l'image? Parce que si on pouvait éviter de le faire, ça nous ferait gagner du temps de nos rédacteurs. Donc si vous nous expliquez que ça sert à rien, je veux bien l'entendre. Hélas, non, ça sert toujours à quelque chose. Mais pas de méta-keywords, attention. Ça sert à s'organiser. Au moins de les définir, ça sert vraiment à organiser son site. Oui. Et même chose, les légendes sur les images, quand c'est bien fait en termes d'ergonomie, ça aide. Mais je rebondis sur ce que tu as dit là par rapport à l'évangélisation des clients. Oui, en ce moment, il y a un gros effort à faire pour toutes les agences, qu'elles soient éditoriales ou les agences de référencement, les agences web. On a des clients qui demandent du contenu juste pour avoir du contenu, sans logique derrière, sans ligne éditoriale, sans... Voilà, ça sert à rien. J'ai un exemple en tête, c'est le secteur de la banque. On a affaire à des gens qui ont énormément de moyens. Régulièrement, ils demandent en fait à créer des newsletters, donc des sites éditoriaux complets sur les problèmes de consommation, d'immobilier, etc. Bon, sans rire, ça n'a jamais permis à quelque banque que ce soit de vendre plus de livrets A ou de crédit immobilier. Donc c'est de l'argent qui est dépensé. Il y a des agences éditoriales qui en vivent très bien grâce à ça. Mais d'un point de vue purement héroïste, c'est débile. Donc, et on a plein de secteurs comme ça dans lesquels les gens font du contenu sans que ça ait d'impact. Il y a des tas de sites marchands qui font des blogs magnifiques, donc que personne ne lit. Donc oui, il y a une vraie éducation à faire des clients pour qu'ils apprennent à quoi sert justement ce contenu éditorial. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Jean-Baptiste, parce que je le connais, hein, il a de la chance. Moi, je me demandais si ça s'appelle Active.fr, là c'est l'information, donc moi j'ai pas de problème de contenu tous les parents. Je me suis toujours posé la question de l'intérêt du double titrage, c'est-à-dire faire un titre pour le lecteur et un titre pour mettre dans la valise title qui servirait uniquement à Google. Et je voudrais votre réaction par rapport à ça. Moi, mon interrogation elle vient du fait que c'est bien beau de répondre dans un résultat de recherche, mais celui qui va lire le résultat de recherche qui va cliquer, c'est aussi un lecteur. Et je dis faire un titre pour le robot, et c'est celui-là qui va apparaître dans le résultat de recherche, et un méta-description pour le robot, et c'est celui-là qui va apparaître aussi dans le résultat de recherche. Je sais que le monde le fait, mais je me suis toujours interrogé, je voudrais être du côté référenceur. En fait, c'est pas tellement un titre pour les robots d'un côté et pour les utilisateurs de l'autre, c'est un titre qui correspond à ce que les gens cherchent et un titre qui correspond à ce que vous voulez dire. J'ai un exemple en tête. Dans l'industrie du luxe, par exemple, les chaussures ne s'appellent pas chaussures.
ça s'appelle des souliers. Donc il est hors de question pour un site de luxe d'écrire le mot chaussures sur sa page. Donc sur les pages catégorie chaussures, la catégorie s'appelle souliers. Par contre, comment est-ce que vous voulez, dans ces cas-là, que les gens trouvent la page chaussures? Eh bien, il faut mettre au minimum ça dans une autre balise qui est la balise title et d'avoir un deuxième titre. C'est ça en fait le vrai problème, c'est qu'il y a une différence entre ce que les gens vont spontanément chercher et le terme consacré que vous voulez présenter. Et donc, c'est la difficulté auquel on est confronté. Et je répondrai juste différemment aussi. Vous l'avez dit un peu, de balise title et de métadescription, c'est ce que le lecteur humain voit dans Google. Donc vous n'écrivez pas pour Google, vous écrivez pour votre lecteur. Je sais que Libération fait des titres avec jeu de mots visibles et fait un title qui est sans Énorme. Autre question? Est-ce que par rapport à la rédaction web, est-ce que en France ça va vraiment exploser ou encore la carte de presse, les stations qu'il y a derrière vont encore barrer la route à un web journaliste? Non, je peux répondre, hein, mais les rédacteurs en fait sont pas journalistes. C'est la communication, c'est pas reconnu par la carte de presse. Que pour les médias, si on prend par exemple le journal du net par exemple n'a pas de carte de presse, la rédaction n'est pas composée de personnes avec des cartes de presse. Donc, Ils sont sur un secteur très spécifique, mais si jamais on se lance dans des médias où il y a déjà des journalistes qui sont implantés, moi je le vois à mon niveau, on est toujours barré par ceux qui ont les cartes de presse et qui sont ultra généralistes, et les vrais web journalistes, les concurrents notamment, font de la qualité, mais ils sont toujours barrés par les institutions. Est-ce qu'un jour ça pourra s'inverser ça, il n'y a qu'une solution, c'est qu'ils meurent. Pour l'instant, ils sont là. Pour l'instant, ils sont là. On a essayé de les faire migrer, bouger depuis des années et des années. C'est un problème de transition numérique. C'est un vrai problème de transition numérique. Alors, c'est pas un problème d'âge. Ne me faites pas dire ça. C'est vraiment un problème de corporatisme et de génération. Voilà. Mais ça est en train d'évoluer beaucoup, d'abord parce qu'ils sentent quand même qu'ils sont un peu en train de mourir. Et donc, quand même, ils essaient d'évoluer. Mais je ne suis pas sûr que ce soit un problème de carte de presse, c'est un problème de corporation. En tout cas, on n'écrit vraiment pas pareil hein, quand on est journaliste ou quand on est rédacteur, on est vraiment pas pareil. Mais c'est pas la carte de presse qui fait écrire différemment. C'est bien, on paye moins d'impôts. Je regrette la carte de presse. Donc j'ai une question à vous poser pour gagner un mug avec un lama dessus. Est-ce que vous pouvez me... Alors c'est le plus rapide. Hein. Combien fait de signe un feuillet? 1500 950 mots.